Ils se sont choisis, se sont promis, se sont aimés. Mais est-ce suffisant pour durer? Le couple, ce mystère à deux, entre fusion et distance, routine et passion, bonheur et chaos. Est-ce une aventure que l'on construit chaque jour? Une équipe qui apprend à se comprendre ou une illusion romantique qui se heurte vite au réel? Dans un monde où les relations vont vite, où l'amour semble parfois jetable, comment bâtir un lien solide et durable? Qu'est-ce qui fait qu'un couple tient, qu'il s'use ou se renouvelle? Aujourd'hui, on explore sans tabou les dessous de la vie à deux. Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Question d'existence. Aujourd'hui, nous recevons un couple pour parler de ce sujet. Il s'agit de Monsieur Bella Sawadoro et de son épouse Salamata Sawadoro. Ils sont tous les deux des conseillers conjugaux et ils ont à eux deux 37 ans de vie commune. Bienvenue, monsieur et madame Sawadoro. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est avec plaisir. Monsieur Sawadoro, le couple, c'est quoi pour vous? Le couple, dans le contexte du mariage, c'est un homme et une femme qui décident de s'unir par l'alliance du mariage, de vivre ensemble, de fonder un foyer, de s'épauler, non seulement pour les tâches quotidiennes, pour avoir une vie heureuse sur cette terre, mais aussi servir Dieu, marcher ensemble dans l'intégrité, dans le respect de la parole de Dieu, pour avoir aussi le paradis. Voilà, en fait, en tout cas, ce que je pense être un couple dans le contexte du mariage. Du coup, une telle définition met en échec les couples homosexuels, qui est le mariage entre une femme et une femme, ou bien un homme et un homme. Donc, c'est vraiment un mariage entre un homme et une femme. Voilà ma vision du couple. D'accord. Donc, du coup, vous mettez en arrière peut-être le concubinage. Alors, vous parlez de mariage. C'est vrai, le concubinage, c'est un couple, mais ce n'est pas un couple qui est affermi, en tout cas par l'alliance du mariage. Parce que le concubinage n'est pas un mariage. C'est une vie à deux, nous sommes d'accord, parce qu'un mariage est validé par une institution, par une autorité, que ce soit un mariage religieux, que ce soit un mariage coutumier, que ce soit un mariage civil. Il faut une autorité qui valide le mariage. Dans le cas du concubinage, aucune autorité n'a validé le mariage. Donc, je ne peux pas dire qu'un concubinage est un mariage, mais ça forme quand même un couple, mais pas dans le sens du mariage. Mais qu'est-ce qui donne une base solide à un couple dès le début? Dès le début, ce qui fonde vraiment le couple, pour que le couple ait une base solide, il y a d'abord la manière dont le couple s'est choisi. Sur quoi est bâtie leur relation. Vous voyez, il peut arriver qu'on choisisse quelqu'un pour des intérêts égoïstes, notamment des intérêts financiers, ou bien d'autres intérêts. Alors, quand le mariage est bâti sur des intérêts purement matériels, il y aura un problème. Si un jour le matériel n'est pas là, qu'est-ce qu'on fait? On peut aussi bâtir le mariage sur le fait que, on a été manipulé, soit par les parents, par les amis, pour accepter cette alliance. Il y en a même qui peuvent bâtir leur mariage par pitié. C'est dire, j'ai pitié de la personne, je vais m'engager pour pouvoir être seulement un objet de consolation, etc., etc. Alors, quand le mariage n'est pas bâti sur un amour vrai, sincère et loyal, il y aura un problème. Parce qu'à long terme, les fondements qui étaient fragiles vont en tout cas s'effriter et le couple aura des difficultés. Un élément aussi important pour bâtir un mariage, c'est d'abord connaître la personne avec qui tu veux te marier.
C'est vrai, rapidement, quand les jeunes se rencontrent, bon, et dans l'euphorie, dans le coup de foudre, on s'engage, on ne cherche même pas à savoir avec qui je vais cheminer. Et puis la personne qui était si gentille dès le début, après le mariage, ça devient vraiment une relation toxique. Et c'est difficile vraiment de s'en sortir. Je pense qu'un élément important, apprenez à vous connaître. Mais est-ce qu'on peut réellement connaître quelqu'un totalement? Pas totalement, mais il y a un minimum. Il y a un minimum sur lequel au moins on peut se connaître. Et un autre point très très important, il faut bâtir sur la vérité et la transparence. Parce que quand un couple s'engage avec beaucoup de cache-cache, beaucoup de zones d'ombre, c'est maintenant quand ils vont commencer à cheminer que la vérité va faire jour. Et quand cette vérité va faire jour, ça va blesser fondamentalement le couple. En tout cas, je pense vraiment des éléments essentiels sur lesquels il faut fonder le mariage, le bon choix, la connaissance profonde du partenaire et lever les zones d'ombre qui, par la suite, peuvent poser des problèmes pour le couple. D'accord, merci Monsieur Sawadogo. Madame Sawadogo, Monsieur Sawadogo parlait de suite de connaissances profondes avant le mariage. Est-ce que vous prenez, par exemple, que le couple, avant de se marier, se mette ensemble pendant peut-être 1 mois, 2 mois, un peu comme du concubinage pour voir les réels comportements avant de s'engager? Pas du tout. Pas du tout. L'homme doit se garder, la femme aussi doit se garder pure jusqu'au jour du mariage pour honorer non seulement Dieu, honorer leur propre corps, leur propre personne et les parents. Les parents, les amis, en tout cas, tout le monde doit être dans la joie parce que vraiment, ils se sont bien comportés. D'accord. Mais si on se base aussi sur ce cas, par exemple, dans le mariage, peut-être que c'est dans le mariage que la femme va savoir que l'homme n'aime pas se doucher, la femme n'aime pas si. Est-ce que ça ne va pas envoyer des problèmes? Pas du tout. Au fur et à mesure que vous êtes ensemble, vous allez, peut-être vous faire de petites remarques, monsieur, il faut faire ci, ça, madame, faire ci, ça va nous aider. Avec de petits conseils, je me dis que ça peut aller. Voilà. Je voulais ajouter un petit élément. Et il y en a aussi qui se basent sur la beauté. Ah, monsieur est beau ou bien madame est belle. Alors que, vous savez, une femme, à partir d'un certain âge, la beauté disparaît. Donc, si on se base sur la beauté, en tout cas, soyons sûrs qu'un beau jour, madame ne sera plus comme avant. Donc, il y aura des changements. Même monsieur, vous prenez un monsieur de 25 ans. Quand il aura l'âge de 50 ans, 60 ans, il ne sera plus le même. Il y aura un changement, un grand changement. Donc, il faut tenir compte aussi de cet aspect. Voilà, ne pas se baser sur la beauté pour se marier. Merci, Madame Sawadogo. Monsieur Sawadogo, je reviens à vous. Oui. Mais avant tout ça, il faut que les deux soient compatibles. Il faut de l'attirance peut-être. Ok. Alors, quand on parle de problème de compatibilité, généralement, ce n'est pas seulement la beauté physique. Bon, c'est vrai, le mariage est bâti d'abord sur un amour physique. Il faut que l'autre m'attire. C'est d'abord bâti sur ça. Mais en réalité, c'est le premier élément de l'amour dans le couple. Mais si on s'arrête seulement à la beauté physique, comme mon épouse vient de le dire, il y aura des problèmes. Le coup de foudre ne fonde pas un mariage. Maintenant, quand on parle de la compatibilité, moi je vois 2 aspects de la compatibilité. Il y a d'abord la compatibilité sanguine, qui me semble un élément important. Parce qu'en réalité, quand par exemple on dit au couple de faire les tests de compatibilité, il y a surtout les problèmes de Rhésus. Oui.
quand par exemple la femme a un registre négatif et l'homme a un registre positif, les premiers enfants, après le premier enfant, si on ne prend pas des mesures, ils peuvent avoir des difficultés pour concevoir les autres enfants. Ça fait déjà un problème de compatibilité. Un autre problème de compatibilité, c'est au niveau, par exemple, de l'électrophorèse. Par exemple, les AA, les AB, les SS. Quand effectivement les enfants sont SS, SC ou CC, ça pose un problème parce que ce sont des enfants qui sont généralement maladifs. Voilà un premier aspect de compatibilité important à prendre en compte. Et là, je pense que le couple, en principe, il ne faut même pas attendre de vouloir déposer les papiers à la mairie. Dès que vous avez commencé à cheminer ensemble et que vous êtes décidé à vous marier, il me semble important de faire ces tests-là pour vous situer. Ça n'annule pas la relation, mais ça vous permet de vous engager, en tout cas en connaissance de cause et de voir quelles sont les précautions que nous pourrons prendre par rapport aux problèmes qui ont été révélés sur le plan médical. C'est très important. Alors, l'autre compatibilité, ce que les gens appellent la compatibilité d'humeur. Est-ce que nous avons les mêmes humeurs? Dans tous les cas, il est difficile de trouver deux personnes qui ont les mêmes humeurs. Ce n'est pas possible. Je dis que le problème réel dans le couple, ce n'est pas des compatibilités d'humeur qui posent problème. C'est la méconnaissance de l'autre. Et je viens. Nous n'avons pas, quel que soit ce que le type que vous allez prendre, vous n'avez pas les mêmes éducations, la même culture, la même origine sociale, vous n'avez pas les mêmes tempéraments, parce qu'il y a différents tempéraments. Et tout ça, ce sont des différences qu'il faut pouvoir gérer dans le couple. Mais quand on n'a pas conscience que l'autre est différent, on s'attend à ce que l'autre fasse la même chose que toi. C'est là qu'il y a la bagarre. Parce qu'un acte est posé, tu ne cherches même pas à comprendre pourquoi, tu le vois déjà comme une offense et tu commences à t'irriter. Mais quand on prend conscience qu'en fait, dans le couple, nous sommes différents. Nous n'avons pas les mêmes manières de voir les choses. Nous n'avons pas la même lecture des événements. Nous n'avons pas les mêmes connaissances. Nous n'avons pas les mêmes tempéraments. L'action de l'autre ne t'offense plus. Et là, tu es capable. Ce qui pouvait t'offenser avant, parce que tu ne connaissais pas la personne, une telle action ne t'offense plus parce que tu t'attendais même à ce que ça soit comme ça. Et c'est au fur et à mesure que chacun rectifie son côté négatif pour que vous puissiez trouver un juste milieu. Madame Sawadou, qu'est-ce que vous pensez de ce qu'on dit souvent que quand c'est l'homme qui aime plus la femme, la relation peut durer plutôt que le contraire? La femme aime plus que l'homme. La relation peut durer. L'homme aime plus que la femme. La relation aussi peut durer. En tout cas, pour moi, en tout cas, tout dépend. Donc, peut-être que ça dépend du caractère de tout un chacun. Voilà. Déjà, si on demande de définir ce que c'est que l'amour même, on aurait des difficultés. C'est quoi? À quel moment je peux dire que j'aime la personne plus que j'aime ma femme plus qu'elle elle-même? À travers les actions, peut-être. Ah. Donc, c'est les manifestations de l'amour. Mais dans un couple, il y a plusieurs manifestations diverses de l'amour. Et c'est comment le couple comprend ces différentes manifestations. Vous allez voir, par exemple, des couples, quand ils sortent, ils se tiennent la main, se baladent, c'est une manifestation. Il y a des couples qui se donnent des bisous, s'embrassent dans la rue, ce sont des manifestations. Mais rien que les compliments que tu fais à ta femme, ou bien que la femme fait à son mari, les félicitations, les remerciements, ce sont des manifestations de l'amour. Les dons qu'on peut se donner mutuellement, ce sont des manifestations de l'amour.
Vous voyez? Donc, ça fait que je ne peux pas dire ma femme aime plus que moi, ou bien moi j'aime plus que ma femme. Chacun a sa manière de manifester son amour. De nos jours, on remarque que les couples ne sont plus assez solides. Tout le temps, on entend parler de divorce et tout. Selon vous, quelles peuvent être les causes de cela? Alors, les divorces, il y a beaucoup de causes. D'abord, nous avons déjà parlé même du fondement. Quand le fondement n'est pas solide, le couple va s'effriter. Un couple qui est déjà bâti dans le mensonge, dans les cache-cache, qui a beaucoup de zones d'ombre, même après le mariage, quel que soit l'amour que vous aviez l'un pour l'autre, dès lors que ces mensonges vont en tout cas être révélés, ça va poser un problème sérieux dans le couple. Il y a aussi les problèmes d'infidélité. Et ça, c'est vraiment un poison dans le couple. Parce qu'on se marie quand même sur la base de la fidélité. Et dès lors que l'infidélité rentre dans un couple, en tout cas, c'est un poison qui est entré et ça peut vraiment briser totalement le couple. Parce que la confiance n'y est plus. Et l'infidélité, ça brise aussi l'amour dans le couple. Qu'est-ce que vous pensez de ceux qui disent qu'après plusieurs années de mariage, il n'y a plus d'amour, qu'on est ensemble parce qu'on s'est habitué l'un à l'autre ou bien à cause des enfants? Ok. Revenons encore sur le mot amour. Parce que c'est quoi l'amour? Quand je dis j'aime mon enfant, j'aime ma femme, j'aime mon mari, j'aime ma chemise, j'aime mon véhicule. Oui, c'est le même mot, mais ce n'est pas le même sens. C'est quoi l'amour? Alors, les Grecs définissent 4 degrés de l'amour. Il y a ce que tu appelles l'amour éros. L'amour éros, c'est l'amour de l'attirance sexuelle. Un amour basé sur l'attirance sexuelle. Il est évident que quand on chemine 60 ans ensemble, cet amour va s'atténuer. Mais ce n'est pas cet amour qui fonde le couple. Donc, en dehors de l'amour éros, il y a ce qu'on appelle l'amour philia. C'est un amour qui soude maintenant le couple comme s'ils étaient des amis, fondés sur une amitié sincère. Vous voyez? Et un autre degré très élevé, c'est l'amour agapé, où j'aime l'autre, je veux son bien, en dépit de ses mauvais caractères, de ce qu'il est. Et vous voyez que cet amour ne s'effrite pas avec le temps. L'amour qui s'effrite avec le temps, c'est l'amour éros. Parce qu'à un certain moment, à partir d'un certain moment, en tout cas, même les problèmes de sexualité se posent quand on devient très âgé. Et ça peut s'effriter. Mais l'amour philia, l'amour agapé, c'est un amour qui demeure. Ça ne s'use pas avec le temps. Et tous ces atouts que vous venez de citer, au cas où un couple n'en possède pas, quelles peuvent être les conséquences? En fait, tout couple possède ses qualités. Et moi, je pense que généralement, le problème, c'est la méconnaissance. Mais nous faisons des séminaires. Je pense même rien que les problèmes même de relations sexuelles dans le couple. Mais quand on fait certains séminaires, les questions qui nous parviennent même nous sommes ébahis. Il y en a même qui ne savent même pas des femmes qui ne savent même pas qu'on peut avoir des plaisirs dans l'acte sexuel. Des femmes qui ne savent pas, en tout cas, ou des hommes parfois qui ne savent pas quels sont les désirs de la femme. Généralement, c'est la méconnaissance. Ce n'est pas qu'on n'a pas les qualités intérieures, mais quand on n'a pas la connaissance, comme la parole de Dieu le dit, mon peuple périt faute de connaissance. Est-ce que souvent, ce n'est pas un problème de communication? Ah, il y a ça aussi. Parce que quand la communication n'est pas saine dans le couple, il est clair qu'il y a une réelle difficulté. Dans certains couples,
Quand ils partent, ils s'asseyent ensemble pour communiquer. 2 minutes, 3 minutes après, c'est la bagarre, on s'insulte. Ils se lèvent. On se lève et puis chacun ramasse ses bagages. Mais la communication, c'est tout un art. On ne communique pas pour avoir raison. On communique parce qu'on veut partager avec l'autre. Avoir une vision commune. Et ça, c'est important. Et je pense que le vrai problème dans les couples même, c'est l'aspect communication et l'aspect résolution des conflits. Vous ne pensez pas que souvent le problème des couples, c'est la famille? Quand la famille en général de l'homme ou de la femme veut s'immiscer dans le foyer? En tout cas, généralement, il y a le problème des belles familles, tant du côté de l'homme que du côté de la femme. Et si un élément de la belle famille veut s'ingérer, en tout cas, dans les affaires du couple, c'est sûr et certain qu'il y aura des problèmes. D'accord. Et surtout peut-être au cas où la dame n'accouche pas, bon, la famille va dire que non, comme elle n'accouche pas, il faut la laisser et puis prendre une autre. Mais qu'est-ce que vous recommandez dans ce genre de cas? Ou dans le cas où la dame n'arrive pas à concevoir? Moi, en tout cas, je dirais à la bonne dame là de regarder seulement à Dieu, parce que Dieu sait toutes choses, c'est lui qui donne. Maintenant, si vous n'en avez pas, rendez grâce à Dieu. Continuez toujours de lui demander sa grâce. Qu'il vous réponde ou pas, en tout cas, tout dépend de Dieu, voilà. Mais ça ne suffit pas que, en tout cas, vous vous sépariez. Non, non, non. Donc, c'est s'accepter malgré ce genre de conditions difficiles, s'aimer malgré tout. Donc, et surtout, peut-être ne pas considérer que l'enfant, quand on se marie, il faut forcément qu'un enfant soit là. C'est ça. Mais est-ce que vous ne pensez pas que c'est compliqué? C'est compliqué, mais... Ok. J'interviens pour dire, vous voyez, bon, à l'église, quand vous vous mariez, on vous demande est-ce que vous êtes prêt à vivre pour le meilleur et pour le pire jusqu'à ce que la mort vous sépare. On spécifie même, si les enfants tardent à venir, est-ce que vous êtes prêt à rester fidèles l'un à l'autre? On le dit clairement, parce que nous savons qu'il y a des difficultés. Mais dès lors que vous avez accepté de dire oui, ce que vous avez dit, ce n'est pas seulement devant des hommes, c'est devant Dieu. Si après il y a des problèmes de procréation, comme mon épouse l'a dit, confiez d'abord le problème à Dieu. Et un élément important, quand il y a des problèmes de procréation, ne commencez pas à vous jeter la balle l'un à l'autre. Regardez comme d'abord un problème de toute la famille, de tout le couple, et on s'assoit pour voir qu'est-ce qu'on fait. Il faut voir le mariage comme quand même quelque chose d'assez sacré. On ne le brise pas à coups de tête. On ne brise pas un mariage juste parce qu'il y a une difficulté. Non, la difficulté est un défi pour le couple. Je pense que ça, c'est vraiment un aspect important. Et quand les gens se précipitent, puis rapidement, pour moins de choses, on brise le mariage, ils n'ont pas la vision claire de ce que c'est que le mariage. Mais en dépit de ce que vous avez dit, même s'il y a la volonté peut-être des deux partenaires de rester ensemble au cas où il n'y a pas un enfant, oui. La famille, la pression de la famille. Vous voyez, dans le mariage, si vous vous rappelez la définition que j'ai donnée, c'est d'abord un homme et une femme qui décident de fonder un foyer, de vivre ensemble, et j'ai ajouté de s'épauler pour vivre selon les principes de Dieu afin d'avoir le paradis. Ça veut dire que l'objectif d'un mariage ne se limite pas seulement aux choses terrestres. Il y a un projet divin qui est devant. Mais quand je pense à ce projet divin, quelle que soit la situation, si briser le mariage est en contradiction avec la parole de Dieu, je reste ferme dans mon mariage. Parce qu'il n'y a pas que les problèmes d'enfants, il n'y a pas que les problèmes d'argent. Je vois le paradis. Et ça, c'est un aspect très important, surtout pour nous qui sommes dans la foi protestante.
C'est un aspect très important. Et c'est pourquoi on ne peut pas briser un mariage juste pour des problèmes de ce genre. Et là, je dis carrément aux gens, quand effectivement la famille fait la pression, il faut faire beaucoup attention. Des gens vont faire la pression, il faut quitter ton mari, il faut quitter ta femme pour aller épouser une autre personne. C'est vrai, on peut le faire. Mais quand effectivement tu te rends compte de l'engagement que tu as pris devant Dieu, rester fidèle à cette personne, dans le meilleur comme dans le pire, jusqu'à ce que la mort vous sépare, tu viens de briser ta promesse. Et si tu penses que c'est une promesse faite devant Dieu, que tu viens de briser, quelles sont les conséquences pour ton futur, pour l'au-delà? Je pense qu'il y a un enjeu qui doit te freiner par rapport à ça. En tout cas, merci M. Sawadro et Mme Sawadro. C'est la fin de cette première partie. Okay. Donc, nous allons continuer les échanges dans la partie 2. Et chers téléspectateurs, merci de rester avec nous pour la deuxième partie.